Un enfant de 2 ans trouvé mort à Bécancour. Il pourrait s'agir d'un drame familial. La scène va être expertisée tout au long de la journée. Le bureau de poste de Waterville en grande partie démoli. Un chauffeur l'emboutit avant de prendre la fuite. Nous autres, nous a laissé le pick-up là. Le gars, on ne sait pas où il est, ou la fille, peu importe. Puis de la bière sur notre pelouse. La municipalité assure que les services seront maintenus. Et c'est un départ réussi pour la 24e fête des vendanges de Magog-Offord. On aime ça, c'est juste plaisant de découvrir des nouveaux produits. C'est vraiment cool, les gens sont sympathiques. Il est 18h, voici votre téléjournal Estrie. Bonsoir. Tout d'abord, triste histoire du côté de Bécancour. Un enfant de 2 ans a perdu la vie dans ce qui pourrait être un drame familial. Les circonstances exactes de sa mort demeurent toutefois mystérieuses. Il y a une femme de 39 ans qui est considérée comme un témoin important. Elle doit être rencontrée par les enquêteurs dès que possible. Olivier Caron. Les enquêteurs du service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont passé toute la nuit de vendredi à samedi et une partie de la journée à fouiller ce logement de l'avenue Cyr à Bécancour. Le terrain a aussi été passé au peigne fin à la recherche d'indices. Vers 21h vendredi, les policiers ont été appelés dans cet immeuble à logement. C'est là qu'ils ont découvert qu'un enfant de 2 ans ne respirait plus. Sur place, ils ont constaté un enfant en arrêt cardio-respiratoire. Immédiatement et rapidement, l'enfant a été transporté au centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté. Une femme de 39 ans se trouvait également dans le logement à l'arrivée des policiers. Elle a aussi été transportée à l'hôpital et est considérée comme un témoin important dans le dossier. Les enquêteurs prévoyaient d'ailleurs la rencontrer dès que son état de santé le permettait. La thèse du drame familial est une hypothèse qui est étudiée par nos enquêteurs. C'est le service des crimes contre la personne qui est chargé de l'enquête. Ce n'est pas la première fois que le quartier est ébranlé par une histoire de mort suspecte. En novembre dernier, 2 personnes ont été retrouvées sans vie dans le garage de l'immeuble voisin à celui présentement visé par l'enquête. C'est le concierge des 2 bâtiments qui avait fait la macabre découverte. Cette fois, rien ne laissait présager un tel drame selon lui. Une madame sans problème, très gentille, très souriante. On n'aurait pas vu venir rien du tout. D'après moi, elle semblait sans problème. C'est pas agréable d'avoir des choses de même, mais qui reste que c'est pas la même chose. Là, c'est un enfant qui est inclus. La Sûreté du Québec ne cherche aucun suspect. Seule la femme de 39 ans devait être rencontrée par les enquêteurs. La thèse privilégiée demeure le drame familial. Ici Olivier Caron, Radio-Canada, Bécancour. Une collision entre un motocycliste et un motorisé est survenue sur la route 122 à Saint-Edmond-de-Grantham cet après-midi. Selon les premières informations, le motocycliste aurait percuté l'arrière du motorisé alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour. Le motocycliste, un homme âgé de 54 ans, a été grièvement blessé. Et décidément, la semaine a été difficile pour la petite municipalité de Waterville. Au début de la semaine, on vous en parlait. Il y a eu tout d'abord plusieurs pertes d'emploi chez Waterville TG. Puis il y a l'unique épicerie du village qui a fermé ses portes. Voilà que la nuit dernière, le bureau de poste a été en grande partie démoli. Un chauffeur l'a embouti avant de prendre la fuite. La Sûreté du Québec poursuit son enquête. Charles Baudouin. Une nouvelle tuile s'est abattue sur la tête de Waterville. Dans la nuit de vendredi à samedi, un chauffeur a embouti le bureau de poste, causant d'importants dommages au bâtiment. Effectivement, c'est une grosse semaine. Celui-là, on ne l'a pas vu venir. C'est quelqu'un qui a perdu le contrôle et qui s'est ramassé dans le bureau de poste. Vers 4 heures samedi, un conducteur s'amenant à toute vitesse par la rue principale nord a visiblement perdu le contrôle de son véhicule à l'intersection de la rue Gosselin au centre-ville de la municipalité. Son véhicule a sauté le trottoir et est allé frapper de plein fouet le côté du bâtiment situé au 175 rue principale sud. L'impact a été suffisamment violent pour également défoncer le mur opposé du bâtiment. Une traînée d'huile a permis de retracer le véhicule 1 kilomètre plus loin, sur la rue principale sud. Il a été abandonné par son propriétaire devant la résidence de cette dame. Dans le fond, il y avait un pick-up qui était ici, dans le milieu du chemin, puis nous, au première vue, on a cru qu'il avait pris le fossé, puis il y avait un arbuste en dessous, fait que là, on s'est dit, bon. Mais finalement, c'était un petit peu plus pire que ça. Nous autres, nous a laissé le pick-up là, le gars, on sait pas où il est, ou la fille, peu importe, puis de la bière sur notre pelouse. La réouverture du bureau de poste pourrait se faire d'ici 2 mois. D'ici là, les services seront relocalisés à proximité, a toutefois assuré la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis. 2 options qui s'offrent ici même dans le cœur, dans le noyau urbain. Fait qu'on ne doit pas inquiéter les citoyens. Le service devrait reprendre le plus rapidement possible.
Ici Charles Baudouin, Radio-Canada, à Waterville. Cette histoire vous fait réagir ou vous aimeriez vous exprimer sur un autre sujet? On attend vos commentaires sur notre page Facebook, notre compte Twitter et sur ici radiocanada.ca. Ça y est, c'est un départ réussi pour la 24e édition de la Fête des vendanges de Magog Offord. Marion, on appréhendait des problèmes en ce qui a trait à la circulation, mais finalement et heureusement, tout se passe bien. Et oui, c'est ce qui ressort de nos rencontres avec les festivaliers aujourd'hui à la Fête des vendanges. Il y en avait qui, la plupart venaient de la région de Sherbrooke, mais il y en avait aussi qui venaient de Montréal ou même de Québec. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il n'y a pas plus de trafic que d'habitude pour se rendre à Magog. Le pont est fermé depuis la semaine dernière. Rappelons que le 25 août, un camion remorque a heurté le viaduc de la route 141 qui surplombe l'autoroute 10. Ça ne change rien pour les automobilistes qui viennent de Montréal, mais pour ceux qui viennent de Sherbrooke, ils doivent emprunter la sortie 115 ou la sortie 121. Il faut dire qu'à chaque année, c'est une période pendant laquelle la circulation est toujours un peu plus dense et donc la direction de la Fête des vendanges avait prévu le coup. Maintenant, c'est le temps qui va nous le dire. C'est sûr qu'on accueille beaucoup de personnes en une journée. Il y avait une congestion régulière qui se produisait et ça se produit à chaque année. Sauf que ce que ça va être plus important cette année, bien, à ce moment-là, ça va vraiment être... Il va falloir valider, dans le fond, avec les différents systèmes qu'on a mis en place pour pallier. On a travaillé en collaboration avec la Ville de Magog, le service de police, qui nous a vraiment, dans le fond, expliqué le fonctionnement. Nous, on a déployé un plan de communication aussi de notre côté dès qu'on a eu la confirmation que le viaduc allait rester fermé. Et il a fait beau aujourd'hui, puis ça a aidé les organisateurs qui ont eu droit à un bon départ aujourd'hui. Oui, ils espèrent recevoir autant de visiteurs que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient reçu plus de 85 000 visites durant les 5 jours qu'ont duré le festival. Et ils pensent que cette année, si la météo est de leur côté, ils pourront atteindre ce chiffre-là encore pour la 24e édition. Cette année, l'accent est mis sur les vins québécois. Il y a une centaine d'exposants et près de 30 vignerons qui font goûter les produits du terroir. Autre nouveauté cette année, il y a des camions de rue qui servent de la nourriture et il y a aussi une activité de réalité virtuelle pour découvrir un vignoble. La clientèle est composée autant d'habitués que de personnes qui découvrent le festival pour la première fois. On les écoute. C'est la première fois que je viens ici puis j'aime beaucoup ça. C'est très diversifié. J'aime ça, goûter à tous les différents vignobles au Québec. On aime ça. C'est juste plaisant de découvrir des nouveaux produits. Même si c'est souvent les mêmes qui reviennent, on a toujours des nouveaux produits à déguster. Depuis plus de 20 ans, mes amis viennent ici aux vendanges, puis vraiment déguster des nouveaux vins, puis tous les produits du terroir, puis on a le goût de revenir. On a le goût de reprendre un autre verre de vin. La Fête des vendanges continue dimanche et lundi, le 3 et le 4 septembre, en plus de la fin de semaine prochaine, le 9 et le 10 septembre. Marion Bérubé, merci. Merci. Une semaine après le passage dévastateur de la tempête Harvey, le président Trump et son épouse sont de retour au Texas aujourd'hui. Cette fois-ci, ils y sont pour rencontrer des sinistrés. Cette deuxième visite en 4 jours a permis à Donald Trump de promettre une aide à la hauteur des besoins. Yvan Côté. On a vu aujourd'hui à Houston un Donald Trump extrêmement chaleureux, souriant. En fait, le président qui a distribué des dizaines et des dizaines de poignées de main, s'est même assis avec des enfants pour jouer et a remis des repas aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur des refuges. Donc vraiment, un président à des années-lumière de ce qu'on avait vu mardi, alors que Donald Trump n'avait pas été à l'extérieur pour voir l'état de la situation et n'avait pas rencontré de sinistrés. Donald Trump qui a aussi profité de l'occasion aujourd'hui pour rappeler que son gouvernement ferait tout en son pouvoir pour venir en aide à la population ici et à l'État du Texas. Il a parlé de cette aide d'urgence qu'il a demandée au Congrès, près de 8 milliards de dollars. Et ce qu'il y avait d'ironique là-dedans, c'est qu'il se trouvait sur scène avec à ses côtés Ted Cruz, son ancien adversaire politique dans la course à la présidence, mais surtout un politicien qui s'était opposé à l'aide d'urgence après l'ouragan Katrina en Louisiane. Cette fois-ci, le scénario est tout à fait différent. Il faut rappeler que Ted Cruz est le sénateur du Texas. I want to thank Ted Cruz, Senator Ted Cruz, for working so hard with us. And Ted doesn't know, but his work is just starting now, right? We have to push that stuff through, but we will. Pendant ce temps, la vie qui reprend peu à peu son cours. Derrière moi, le stade de baseball de Houston. Et aujourd'hui, les Astros de Houston qui jouent leur première partie depuis le passage de l'ouragan Harvey. Donc, on sent vraiment qu'on est en train de tourner une page. Ça se fait sous un soleil radieux, une chaleur écrasante aussi. Et à l'intérieur des refuges, les choses qui s'améliorent tranquillement. La plupart des personnes soit ont quitté pour habiter avec des amis, des membres de leur famille,
ou ont reçu des coupons pour habiter dans un hôtel parce qu'on le sait, là, les conditions sont extrêmement difficiles à l'intérieur des refuges. Donc, pour avoir une bonne nuit de sommeil, on sait déjà que la reconstruction ici sera extrêmement longue. On parle de plusieurs mois et il y a encore plusieurs quartiers qui sont inondés. Ici, Yvan Côté, Radio-Canada, Houston. Il a été l'un des hommes forts du gouvernement Bourassa pendant la crise d'octobre en 1970. L'ex-ministre de la Justice, Jérôme Choquette, est mort hier à l'âge de 89 ans. Tenant de la ligne dure contre le FLQ, il s'est ensuite battu pour rendre la justice plus accessible. Marie-Claude Morin. L'on réclame la publication d'un manifeste politique dans tous les journaux du Québec. En octobre 1970, Jérôme Choquette se retrouve à l'avant-scène d'une période de turbulence dans l'histoire du Québec. Ministre de la Justice depuis quelques mois, il doit répondre aux revendications du Front de libération du Québec. Il tente entre autres de faire libérer le diplomate britannique James Cross et le ministre québécois Pierre Laporte. Dès le départ, il adopte une attitude ferme. Relâchez M. Cross immédiatement. Après l'assassinat de Pierre Laporte, il convient avec le premier ministre Robert Bourassa de demander l'aide de l'armée canadienne. La loi sur les mesures de guerre est appliquée. 450 personnes sont arrêtées, la plupart sans motif valable. Jérôme Choquette est le grand patron de la police durant cet épisode tumultueux. On a fait une espèce de bouc émissaire de droite, d'extrême droite. Alors, c'était un humaniste, c'était un homme généreux, mais c'était un homme déterminé. Alors, on lui a collé une mauvaise étiquette. On l'a mis au banc de la classe politique. Il en a extrêmement souffert. L'héritage de Jérôme Choquette dépasse pourtant la crise d'octobre. Convaincu que tout le monde devait avoir accès à la justice, il a créé la Cour des petites créances et l'aide juridique. On lui doit aussi la Charte québécoise des droits et libertés, la loi sur la protection de la jeunesse et l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Il s'est également attaqué à la mafia en mettant sur pied la Commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO. Jérôme, selon moi, était un homme d'abord intègre, ferme dans ses convictions et capable de promouvoir ses idées jusqu'à la fin. En désaccord avec son chef sur les écoles anglophones, Jérôme Choquette quitte le gouvernement libéral en 1975. Il retourne à la pratique du droit, tout en essayant, sans succès, de revenir en politique. Il deviendra finalement maire d'Outremont de 1983 à 1991. Durant tout son parcours, l'homme aura transmis des valeurs fortes à ses proches. La loyauté, la droiture, l'horreur du mensonge et de l'hypocrisie, la compassion pour les gens aussi. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal. La présence du fentanyl se confirme au Québec. Plus de détails au retour de la pause. Un nouveau phénomène lié au fentanyl. Certains consommateurs font des surdoses sans avoir pris volontairement cette substance. C'est que le fentanyl est parfois mélangé à d'autres types de drogues à l'insu des consommateurs. Est-ce un signe que la crise prend de l'ampleur? En tout cas, la présence du fentanyl se confirme au Québec. Ève Couture. Les premiers résultats des prélèvements faits sur des consommateurs de drogue dure confirment ce que redoutait la direction de la santé publique. Le fentanyl est bel et bien installé au Québec. Une augmentation des cas de décès, la présence de fentanyl confirmée, pour nous, au niveau de la santé publique, ça indique qu'on passe à une autre étape de notre plan. Parmi les recommandations de la direction de la santé publique, former encore plus d'intervenants terrain, comme des policiers, des pompiers ou des travailleurs sociaux. D'ailleurs, le maire de Montréal, Denis Coderre, a confirmé plus tôt cette semaine qu'il rencontrera mardi prochain le SPVM et la direction de la santé publique. J'envisage de parler à tous ceux qui sont concernés par cette situation. C'est un travail continu de voir c'est quoi les outils nécessaires pour assurer que l'on puisse être en mode de prévention. Une autre des demandes de la santé publique, rendre l'analoxone accessible à tous sans condition. Car pour le moment, un règlement gouvernemental des services préhospitaliers empêche un citoyen ordinaire de se procurer l'antidote, mais surtout de l'administrer à quelqu'un en surdose. C'est un peu comme l'épinéphrine, l'épipène. C'est le même modèle de règlement qui permettra éventuellement, on l'espère très bientôt, pouvoir vraiment procéder à cette prochaine étape-là. Contrairement à certaines croyances populaires, les usagers de drogue dure ne sont pas tous des gens dépendants. Plusieurs sont de simples consommateurs récréatifs lors de fêtes ou dans des soirées. Entre-temps, la police de Montréal, la Sûreté du Québec et la GRC tentent de mettre la main au collet des trafiquants qui coupent leurs produits avec du fentanyl.
Et Montréal espère réussir là où Vancouver a échoué, c'est-à-dire déployer un plan efficace pour éviter des centaines de morts de surdose comme sur la côte ouest. Ici Ève Couture, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont reçu un sérieux avertissement. Antoine Lessard des Tigres de Victoriaville a été suspendu pour 8 matchs pour avoir fait usage de substances interdites. D'ailleurs, les joueurs reçoivent régulièrement la visite de l'agence antidopage. Et pendant ce temps, le gouverneur du Phoenix de Sherbrooke en profite pour rappeler qu'en ce qui a trait au dopage, c'est tolérance zéro. Il y a un calendrier qui est probablement déjà conçu, mais évidemment que personne n'est au courant. C'est la même chose pour tous les athlètes, j'imagine. Alors, tous les drogues, que ce soit sous la supervision du Centre canadien soutien ou pour le Centre antidopage, la liste des drogues est la même, là. Alors, les jeunes sont au courant et chaque année, alors si un jeune a joué à 20 ans ou il joue à 20 ans, il va avoir fait le test à 16, à 17, à 18, à 19 et à 20, là. Vous les voyez, ces joueurs de pétanque en action, eh bien, ils sont parmi les meilleurs joueurs de la province. Ils sont environ 200 réunis à Sherbrooke toute la fin de semaine à l'occasion de la Coupe du Québec de pétanque. Jean Harel. Yannick Lawley est champion canadien de pétanque. Depuis quelques années, il rêvait de présenter la Coupe du Québec à Sherbrooke, dans sa ville. Je peux faire 2-3 000 km par année. Je vais à Roberval, Montréal, Québec, Saint-Georges-de-Beauce, beaucoup de kilomètres. Puis je voulais faire de quoi à Sherbrooke, pour le monde de Sherbrooke. Puis c'était un défi. Pas si simple à organiser. Il a eu besoin de beaucoup d'aide pour préparer 80 terrains autour du centre Julien Ducharme. On a fait venir un voyage de 16 tonnes de petits graviers un quart lavé qu'on a répandu sur tous les jeux. Par la suite, on a tiré les ficelles, on a tiré les terrains, on a cadré, on a mesuré, on a tout fait de A à Z. Résultat intéressant, plus de 200 inscriptions. La fédération est satisfaite. On est très contents, puis on demande même au club s'il veut de l'organiser d'autres années. On serait très ouverts. C'est une opportunité qu'on ne peut pas manquer. C'est un site fabuleux ici. Ça fait 5-6 ans que je joue plus. Et puis, j'ai repris mes boules aujourd'hui pour rejouer à Sherbrooke parce que c'est ma ville, c'est la ville que j'aime. La pétanque est un sport de concentration et de précision qui ressemble un peu au curling, au billard et aux quilles. C'est un sport qui est très souvent associé aux personnes âgées, un mythe que la Fédération veut corriger. C'est des tabous, il faut en parler, publiciser. On a un super beau magazine. Puis en faisant des activités comme aujourd'hui connexes, où on réunit les deux groupes cibles, autant personnes âgées que plus jeunes. Dans la compétition, on a une moyenne d'âge d'à peu près 40-45 ans. Des jeunes sont venus à Sherbrooke afin de se préparer pour les championnats du monde junior de pétanque en Chine à la fin octobre. On se pratique, mais aussi on essaye de développer une chimie d'équipe. On joue surtout à la pétanque pour s'amuser, mais d'autres rêvent de voir ce sport aux Jeux olympiques un jour. En 2024, si les Jeux olympiques se font à Paris, il y a des fortes chances que la pétanque rentre aux Olympiques. Sinon, ça va être pour un prochain Olympique. Yannick Lawley et d'autres joueurs à Sherbrooke ce week-end aimeraient faire partie de l'équipe canadienne de pétanque à ces Jeux. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Sherbrooke. Le Myanmar est secoué par une crise humanitaire majeure. On vous explique la situation au retour de la pause. On vous parle maintenant d'une crise humanitaire majeure qui secoue le Myanmar. Près de 60 000 réfugiés, la plupart de la minorité musulmane, se sont exilés au Bangladesh ces derniers jours. Depuis 2012, ce sont 400 000 membres de cette communauté qui ont fui les violences dans la région. Marie-Claude Dupont. Le flot d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient le Myanmar vers le Bangladesh voisin depuis une dizaine de jours est incessant. Près de 20 000 réfugiés sont encore bloqués à la frontière. Certains traversent à la nage au péril de leur vie. Une quarantaine sont morts noyés la semaine dernière. La majorité d'entre eux fait partie de la minorité musulmane du Myanmar, les Rohingyas. Ils sont environ 1 million à vivre dans l'État Rakhine, la région la plus pauvre de l'ex-Birmanie. Les Rohingyas sont harcelés, ostracisés depuis des décennies par le gouvernement de ce pays à majorité bouddhiste, qui les considère comme des étrangers. Mais la donne a changé il y a près d'1 an. Une rébellion naissante, l'Arakan Rohingya Salvation Army, un mouvement armé qui dit défendre les droits bafoués des Rohingyas, a commis des attaques contre des postes de police. Le gouvernement du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui les qualifie de terroristes, a sommé l'armée de répliquer.
Puis de nouvelles attaques contre la police il y a une semaine a remis le feu aux poudres. Des témoins Rohingyas, comme Noor, cette réfugiée, accusent l'armée d'exaction. Les bouddhistes nous tuent par balles, ils brûlent nos maisons, ils ont abattu mon mari. Des viols et de la torture auraient aussi été commis. Des informations impossibles à vérifier, puisque la région Rakhine, contrôlée par l'armée, est inaccessible. Quant aux civils bouddhistes, des centaines ont aussi dû fuir les combats. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les forces de sécurité birmanes à la retenue contre la minorité musulmane. Il craint une catastrophe humanitaire. Selon l'ONU, le peuple Rohingya est la minorité la plus persécutée au monde. Ici Marie-Claude Dupont, Radio-Canada, Montréal. Voici maintenant vos prévisions météo locales. Cette nuit, le minimum atteindra 7 degrés dans la région du Granit. Il fera 8 degrés à Sherbrooke et en Montérégie, centre du Québec. Demain, ce sera nuageux en matinée, puis on prévoit de la pluie. Il fera 17 degrés dans la majorité des régions. Et la pluie s'installe pour le restant de la semaine avec des températures qui restent élevées. On aura 23 degrés à Sherbrooke mardi. Voilà, c'est ce qui complète votre téléjournal Estrie. Merci d'avoir été des nôtres. C'est Annie Corriveau qui sera avec vous demain. D'ici là, pour plus de nouvelles, rendez-vous sur notre site internet radio-canada.ca. Bonne soirée à notre antenne.